Je m'interroge toujours pourquoi est-ce que les conducteurs, avec tout le respect que je vous dois, mesdames, messieurs de la RATP, des autobus, veulent qu'on leur dise bonjour. Absolument. Oh. Pour eux, c'est une forme de respect pour eux. On entend bien, mais on peut peut arriver en courant, courir, oui. remonter, changer de bus 18 fois par jour. Oui. On n'est même pas, s'il y a plein de passagers, on n'est pas certain. Parce que le conducteur du métro, il ne demande pas qu'on le dise. Mais lui, il a enfermé dans une petite aire. C'était juste pour poser la question. Donc, est-ce que vraiment, la réponse à votre question, la vendeuse, est-ce qu'elle est dans le mécanisme de son travail? Exactement. Et c'est de l'interrompre quelque peu que de lui dire bonjour, vous allez bien, et le chat, et les enfants? Voilà. Mais le problème, c'est que quand elle est dans le mécanisme de son travail et les codes que lui imposent ces mécanismes, lorsqu'elle sort de là, elle-même n'est pas contente d'elle. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, bien évidemment, vous intéresse. Vous savez, quand on part de là où on est et quand on arrive dans cet ailleurs-là, les choses parfois peuvent être différentes, pas nécessairement. Il faut, dit-on, s'intégrer. On vient avec sa culture, on rencontre une autre culture, inculturation, acculturation, culture, que de choses. Et pour cela, nous avons 3 invités qui vont cheminer avec nous pendant ces 52 minutes. Merci de bien rester connectés. Et si vous voulez participer à cette émission, ladyvousécoute@gmail.com. Nous recevons Thomas, merci d'être venu. Vous êtes bien, Calvin Thomas Djombe, vous êtes souvent venu dans Lady Vous Écoute. C'est un plaisir de vous revoir avec nous. Vous êtes chercheur en éthique et philosophie politique, mais pas que. Vous aurez l'occasion de nous le dire, vous êtes enseignant, encadrant dans un autre contexte. Et vous avez surtout à votre actif des ouvrages que l'on verra tout à l'heure. Merci d'être là. Merci pour la mise en relation avec monsieur Moukoko, Pierre Moukoko, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes monsieur juriste d'entreprise, vous êtes écrivain, vous avez à votre actif vous aussi des ouvrages dont on parlera tout à l'heure. Merci pour votre présence. Merci, monsieur Moukoko, pour la mise en relation avec Gaëlle Kadiou. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, j'ai marqué sur mon synthé que vous êtes photo-vidéaste et poète et d'autres choses qui sont certainement inexactes. Vous avez la latitude de me contredire. Non, puisque là, vous avez tout. J'ai tout bon, mais c'est merveilleux, ça ne m'arrivait jamais à l'école, voyez-vous. Je suis ravie que vous soyez là parce que le monde n'est pas fait que d'hommes, voyez-vous. Et oui. Un regard avisé, non seulement de femmes sur la question de la migration et de femmes qui vivent cette migration avec un regard qui est tout à fait légitime. Merci d'être là. Alors, nous allons parler, on va aller droit dans le sujet, Pierre Moukoko, si vous voulez bien, avec votre ouvrage qui s'intitule L'initiation inachevée. C'est un roman que l'on va voir à l'antenne et il campe la situation d'une personne donc, qui part de son pays, qui arrive dans un tout autre pays, un certain nombre de péripéties, mais la partie qui nous intéresse, c'est celle sur laquelle vous avez souhaité que nous puissions parler, cette question d'inculturation. Je voudrais vous laisser le soin de nous donner votre définition à vous de cela. On fera de même avec vous, madame, monsieur, et puis nous allons avancer. Alors, en effet, c'est l'histoire de James, un jeune Africain qui a quitté son pays natal pour venir en Occident, en France notamment, et qui s'est retrouvé dans un carrefour civilisationnel sans savoir quelle direction prendre, en tout cas, et puis tout simplement parce que l'éducation très soignée qu'il a reçue de ses parents ne coïncidait pas toujours avec celle des us et coutumes de son pays d'accueil. Donc il y avait ce problème qui se posait et il en a beaucoup souffert, il était dans son monde en réalité, et puis progressivement il s'intègre, il s'adapte, il fait une mue que je ne pourrais pas relever tout de suite, mais les lecteurs le verront. Ah oui, il ne faut pas raconter la fin du film et puis il faut acheter le livre et le lire. Pensez-vous que nos compatriotes lisent beaucoup? C'est une question que je vous pose, Thomas. Ils lisent, mais pas beaucoup. Parce que j'ai eu quelques questions sur certains de mes livres que les personnes m'ont adressés directement. J'ai eu à leur répondre. J'ai aussi eu des questions sur d'autres livres, un peu plus anciens. En rapport avec ma spécialisation. Donc, nos compatriotes lisent, mais ils ne lisent pas beaucoup. Voilà. Ils ne sont pas très nombreux, ceux qui lisent. On reviendra sur ce point-là. Vous nous direz pourquoi peu de monde lit. Et ce n'est peut-être pas propre à vos compatriotes seulement.
je vous pose la question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la lecture est vraiment le fait du tout venant, ou est-ce que ça s'est rétréci comme peau de chagrin? Et si oui, pourquoi d'ailleurs? Je pense qu'on peut être assez nuancé, c'est-à-dire que la pratique de la lecture, ça vient avec le goût, peut-être, en tout cas pour ma part, à l'école, d'un prof qui a su me transmettre cet amour du texte, cet amour de la littérature, mais ça ne s'est pas fait pour tous mes camarades. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la génération écran, est-ce que ça n'a pas réduit justement, comme vous dites, à peau de chagrin, ou est-ce que ça n'a pas exacerbé? Et je pense qu'on peut être un peu plus nuancé. Parce que, bon, de toute façon, en Europe, il y a une tradition quand même de la lecture et de l'imprimerie qui est quand même bien ancrée. Donc, je ne sais pas, je pourrais dire en tout cas pour ma part que je suis une lectrice très active. Très active. Nous voulons vous donner envie de lire vous aussi. Donc c'est peut-être l'occasion de les voir à l'écran. Les différents ouvrages dont nous avons parlé tout à l'heure, on va les regarder ensemble. Et ensuite, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Nous avons donc là à l'écran, en régie, nous le voyons à l'écran, l'initiation inachevé. On le voit, le héros de votre roman, Pierre Moukoko, quand il arrive d'où il vient, il est vêtu comme où il va. C'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, qu'il ne puisse pas trouver un écho à ce qu'il est déjà manifestement, cela nous interroge. On va regarder les autres ouvrages, cette fois-ci ceux qui sont donc de Thomas Calvin. On regarde donc Culture virile et identité féminine que vous nous aviez présenté il y a quelques années déjà. Et voilà, vous en savez un rayon, hein, moi je dis cela, vous pourrez nous en dire plus. Et j'aime aussi à présenter le troisième ouvrage, c'est la fabrique des mots. Ah non, ça n'est pas ça. Le concept je suis en contradiction avec la régie. Alors, je vous suis en régie. On reste sur le concept, le concept de monde chez Nietzsche. C'était le tout premier. C'était le tout premier. Vous nous direz qu'est-ce qui vous a envoyé dans les méandres d'un tel contenu. Et puis donc, on va finir sur la fabrique des mauvaises filles. Merci, pardon, Régie, pour les contre-indications. Avec ces trois ouvrages, qu'est-ce qui vous anime? Où allez-vous? Parce que si on vous suit d'un ouvrage à un autre, j'ai envie de vous suivre comme le héros de Pierre Moukoko. Où allez-vous? Qu'est-ce qui vous fait cheminer? Alors, dans le premier livre, qui est en réalité une reprise beaucoup plus édulcorée de ma thèse de doctorat, c'était une question, bien sûr, il est sous-titré « Cosmologie culturelle et pessimisme », parce que je voulais montrer que chez Nietzsche, ce qu'il considère comme la culture, ou comme la cosmologie, est en fait un élément culturel fondamental, en ce sens que, quelles que soient les connaissances auxquelles l'homme accède, l'essentiel, c'est de pouvoir les mettre en exergue dans son existence. L'homme étant un existant, il est nécessaire donc qu'on puisse revenir vers le monde réel. C'est pourquoi cosmologie, c'est pourquoi je suis heureuse la fabrique des mauvaises filles. Je suis heureuse que vous soyez en confusion, vous aussi, oui. Ça m'apaise. Voilà. C'est pourquoi culture virile et identité féminine d'abord, oui. Parce que j'ai voulu revenir dans le monde réel, comme ma thèse me l'exigeait, pour montrer que, en ce qui concerne les cultures, il y a une différence entre la culture qu'on arrive à inculquer à l'homme et celle qu'on inculque à la femme en Afrique, bien sûr. C'est pourquoi culture virile et identité féminine. La culture virile, c'est pour les hommes et elle pose un problème réel à l'identité féminine qui n'arrive pas à s'exprimer. Et dans le troisième, je suis revenu un peu en Europe en montrant que quand on part d'Afrique avec les éléments culturels africains, et lorsqu'on arrive en Europe, il y a un changement qui se pose, mais ce changement-là, quand on essaye de l'appliquer aux jeunes filles, il leur pose plutôt un problème, elles deviennent des mauvaises filles. En ce sens que les parents qui partent d'Afrique partent avec un bagage culturel essentiellement que je pourrais nommer dictatorial, parce qu'en Afrique, le père, c'est le lion, c'est celui qui impose, et quand ils arrivent ici, ils n'arrivent pas à inculquer à leurs filles les éléments culturels occidentaux qui leur permettent de construire leur citoyenneté dans les bonnes normes. Est-ce que c'est parce que ce ne sont pas les références qu'ils ont, eux, en tant que parents, ou est-ce que, quand bien même ils les ont, leurs filles ne veulent pas les intégrer parce qu'elles préfèrent n'en faire qu'à leur tête, ces mauvaises filles? C'est essentiellement
parce que quand on regarde ses parents, la plupart, j'ai essayé de proportionner parce que c'est un travail qui a été fait sur le terrain, un peu plus de 60% n'arrivent pas à véritablement intégrer les éléments culturels occidentaux à leur manière d'être. À eux-mêmes, voulez-vous dire? À eux-mêmes déjà. Et donc, bien évidemment, ne peuvent pas les transmettre. Les transmettre, c'est ça. C'est très difficile. Je pars en voyage dans le monde des femmes. Voulez-vous réagir à ce que vous venez d'entendre, madame? Oui, tout à fait. Par rapport à ces parents qui, justement, doivent refaire un travail qui n'est pas évident, comme ça, par rapport à d'autres valeurs qui ne sont pas les leurs de départ. Est-ce que c'est pas dans l'autre sens? Est-ce que c'est pas justement par les enfants que ça se transmet, puisque comme les enfants sont jeunes, ils vont à l'école, il y a peut-être moins d'appréhension et plus de naturel, finalement, qui n'est pas non plus, je veux dire, un désavantage par rapport aux parents. Mais est-ce que c'est pas justement les enfants qui vont pouvoir transmettre ça aux parents? C'est-à-dire, il y a, je pense à cette jeunesse française, africaine, qui arrive à jongler justement entre les valeurs traditionnelles des parents qui sont arrivés en France et eux-mêmes qui sont confrontés au quotidien quand ils vont à l'école, de justement pouvoir dire aux parents et d'expliquer que non, sur certains points, c'est pas faisable ici, mais ça se fait plutôt comme ça. Est-ce que le dialogue se fait pas plutôt dans ce sens-là? Pour vous répondre, je dirais, actuellement, par exemple, nous sommes à la 4e génération minimum. Oui. À la 4e génération de l'immigration, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Et cette 4e génération est purement française. C'est-à-dire, ils ont pu intégrer à leur manière d'être les normes françaises, la culture française avec les codes de citoyenneté qui s'imposent dans le pays d'accueil. Mais ce pays n'est plus un pays d'accueil, c'est leur pays. Oui, puisqu'ils y sont nés. Ils y sont nés et ils intègrent complètement la culture de ce pays-là et les normes de la citoyenneté de ce pays-là. Par conséquent, il y a une dissonance qui se crée directement entre ce qu'attendent les parents d'eux et ce qu'ils sont. Et c'est pourquoi, c'est un peu aussi mon travail dans le ministère que je ne nommerai pas, c'est pourquoi on trouve généralement beaucoup de conflits entre les enfants de cette génération et leurs parents. Parce que les parents ne comprennent pas que les enfants puissent se présenter d'une certaine manière. Je vous donne juste un exemple. Et c'est de là qu'est parti le livre « La fabrique des mauvaises filles ». Je suis dans un RER, c'était dans le 78, des jeunes filles qui entrent complètement couvertes avec des joggings et autres, voilà, elles entrent, sauf qu'il y avait des toilettes. Elles sont entrées dans les toilettes. Quand elles en sont ressorties, elles étaient complètement sexy. Des jupes courtes, des bottes, et ainsi de suite. Elles étaient complètement métamorphosées. Moi-même, j'étais perdu. Et c'est de là qu'est parti le livre, en fait. C'est ce jour que je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose sur ce livre-là. Donc, justement parce que les parents ne comprennent pas, les enfants ne peuvent pas s'habiller de cette manière-là à la maison. Ils vont transporter leurs vêtements dans des sacs à dos, et arriver dans leur deuxième vie, leur véritable... Laquelle des deux vies est la leur, d'après vous, d'ailleurs? En réalité, c'est... Comment je vais dire? C'est un ersatz d'une vie à la maison. Ce n'est pas leur réelle vie, c'est l'espace de leur vie. Donc, d'après vous, leur véritable identité, c'est le mot, c'est celle de là où ils sont nés. Exactement, c'est celle de dehors. Sauf que leur malheur, c'est que les parents ne comprennent pas cette vie-là. Bon, et comme on ne peut pas changer de parents, cadeau pour vous, Pierre Moukoko. Donc, votre héros se situe, c'est un dessin que je vous faisais intervenir ensuite seulement, il se situe à mi-chemin de ce qui vient d'être énoncé. Comment dirais-je, la première de couverture de votre ouvrage campe ce personnage dont on n'attend pas qu'il soit justement arrivé hier ou avant-hier. On pense qu'il est déjà là, qu'il est de ce que vous décrivez. Comment situez-vous les choses? Quel regard portez-vous? James avait sa vision des choses, la vision qu'il a reçue de ses parents, en fait, cette éducation qu'il a reçue de ses parents. Il arrive en France et en plus, il est arrivé dans un collège catholique où il était le seul Africain, le seul. Il était entouré de camarades blancs, tous, évidemment. Il ne comprenait pas le fonctionnement de ses camarades, en réalité. Parce qu'il a eu ces coutumes d'ici, comme je le dis souvent, le noir est le noir, le blanc est le blanc, ça n'avait rien à voir. Même si, quelquefois, il y a le gris quand même. Oui, j'entends bien, il y avait la possibilité de se retrouver, c'est vrai.
Donc du coup, il fallait que James regarde les choses avec froideur et décide comment dire, d'arrêter de se contredire intérieurement, quoi. Donc de s'adapter, c'est le mot que je recherchais, de s'adapter, et c'est ce qu'il a essayé de faire progressivement. C'est vrai que ses camarades n'avaient pas non plus de contact direct avec un Africain, en réalité. Ils s'adoptaient tous progressivement, et James, par la force des choses, a fini par comprendre que lorsqu'on change de pays, la meilleure des solutions serait peut-être de s'adapter, de s'acculturer. Ce conflit civilisationnel entre l'inculturation et la culturation, il fallait choisir. Et c'est ce qu'il a fini par choisir. Et plus loin, évidemment, comme il a épousé une Française, une Strasbourgeoise, là, c'était encore beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, puisque sa femme ne le comprenait pas non plus. Mais par la force des choses, progressivement, il a complètement changé, complètement. C'est parce qu'elle ne le comprenait pas qu'elle l'a épousé, pour le comprendre. Alors, tout de même, vous dites, quand on change de culture, d'où le lieu d'origine, d'où vient ce James, votre personnage, il vient d'Afrique, on va le dire, en tout cas. Et en Afrique, on sait déjà que c'est celui qui joue du tam-tam qui dit de quelle musique on doit danser. Donc, en arrivant où il arrive, chez les Martiens, au pôle Nord, peu importe, il sait déjà qu'il aura trouvé un autre son de cloche. Normalement, il a déjà cette capacité à s'intégrer. Alors, c'est vrai que cette capacité, il avait, évidemment. Cette élasticité d'esprit. Exactement. Sauf que, comme le disait un auteur très connu en Afrique, c'est Men Ousmane, un bout de bois qui séjourne dans un marigot... Ne deviendra jamais un crocodile. Évidemment. Donc, il y avait en lui ces données-là, oui. Ces données-là qui étaient difficiles à effacer. On ne pouvait pas le gommer comme ça, puisqu'il a grandi avec ses parents, enfin grandi, il est arrivé en France très tôt, mais il avait cette éducation-là. Du coup, comme le disait aussi Pierre Bourdieu, évidemment, quoi qu'on fasse, il reste toujours quelque chose. Il reste toujours quelque chose. On s'adapte. Ce qui est bien d'ailleurs, parce Exactement. que si on pouvait se départir de sa substantifique moelle, on serait bien peu de choses. Amis téléspectateurs, nous sommes donc là dans cette, non pas une errance, mais dans cette quête, certainement elle est la vôtre, puisque vous êtes là où vous êtes sur le continent, peut-être, ou sur l'Hexagone 7 ans, ou encore ailleurs. Vous êtes certainement sur les réseaux sociaux. Et voilà qu'il faut pouvoir avoir cette capacité à être qui on est, à demeurer qui on est, tout en étant tout à fait apte, pleinement et de manière légitime, pour ne pas dire décomplexée, comme autrui. Et c'est de là que nous allons partir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Y a-t-il une science exacte à ces choses? N'a-t-on pas le droit d'être ceci et cela, finalement? Selon les circonstances et en fonction de avec qui on est en interaction? Je pense que la capacité de l'être humain, c'est de pouvoir présenter un visage à un moment donné et un autre à un autre moment. C'est ça la capacité. Et c'est ce qui fait la particularité de l'humain, c'est ce qui fait sa différence. Parce qu'il n'a pas de nature complètement close, il a donc cette capacité à se départir de lui-même. Et la plus grande force que nous ayons, c'est de pouvoir nous décentrer. Alors, excusez-moi, je voudrais intervenir, est-ce que ça ne rencontre pas justement cette notion du philosophe Gilles Deleuze d'être capable de se déterritorialiser pour se reterritorialiser? Lui qui avait un langage très animal, par exemple, il prenait une image de l'abeille qui sortait, allait butiner, donc elle se déterritorialisait en sortant de la ruche pour aller prélever le pollen et ensuite se reterritorialiser. Donc c'est-à-dire qu'il y a un changement, et c'est vrai que quand vous dites qu'on est capable de montrer un visage et d'en montrer un autre, entre-temps il y a un changement, il y a des mouvements qui se sont passés, et que je trouve que ce soit culturel ou que ce soit animal, quelque part, on est toujours aux aguets de changement. C'est comme quand on dit sortir de sa zone de confort. Ou d'inconfort. Ou d'inconfort. De toute Sait-on façon, jamais. C'est forcément inconfortable quand on en sort. Et il faut avoir cette acceptation. Nécessairement, parce que j'allais vous poser la question, l'abeille que vous énonciez, elle va peut-être juste faire ses courses, elle sort de sa ruche, comme vous et moi sortons de nos maisons respectives pour aller qui à la plage, qui au supermarché, qui je ne sais où, pour venir là, amis téléspectateurs, et puis nous rentrons chez nous. Mais est-ce que nous sommes dans une dichotomie? Est-ce que nous sommes dans un contraste? Est-ce que nous sommes dans un tiraillement nécessairement? Ou est-ce qu'on a cette élasticité, encore une
une fois, cette capacité à être ceci, cela, au gré des circonstances. Est-ce qu'on est figé? J'allais partir en Bretagne, vous poser la question quand on sait que les Bretons en France, donc, quelque part, parce qu'on peut parler et penser que ça tient de venir de très loin, mais on parle parfois de la Corse et des Bretons, Oui. où on s'entend dire qu'il y a déjà une perception autre, alors qu'on est encore dans l'Hexagone. Comment le vivez-vous? C'est-à-dire que les Bretons comme les Corses ou les Auvergnats étaient les premiers mouvements migratoires à l'intérieur de l'Hexagone. Et donc tous ces gens-là qui partaient de leur région pour aller à Paris ont commencé à chercher du travail à Paris. Ils n'ont pas été forcément bien accueillis non plus. On les regardait un peu comme des gens bizarres parce qu'ils ne parlaient pas le vieux François, ils parlaient leur langue régionale. Donc déjà à l'intérieur de la France, il y avait ce non-accueil, il y avait ce rejet de l'autre, et puis ensuite après ça a été les Italiens, les Portugais, et puis après les Africains. Donc tout ça, de toute façon, je ne vais pas m'étaler sur la migration, mais vous devriez, parce que je vais dire que... Alors, on va faire l'essentiel de la vie, courte je dirais. vidéo de ce que vous venez de dire pour que vous puissiez vivre le rejet de manière détendue. Ce que je veux dire, c'est que le sentiment de rejet de l'autre est bien ancré depuis très longtemps, en tout cas en France. Et c'est pour ça, pour répondre à votre question, pour revenir à la Corse ou aux Bretons, c'est que ce sont des personnes qui ont absolument voulu quand même cultiver la force de leur culture, de leur langue, même si aujourd'hui on parle français en Corse et en Bretagne, il y a quand même des écoles d'Iwan où les enfants ont la possibilité d'apprendre, faire leur scolarité en breton. Parce qu'il y avait justement aussi ça, c'est que les grands-parents parlaient breton et ont appris le français sur le tard. Donc c'était aux enfants de faire la traduction pour les grands-parents. Et il y avait aussi une culture très forte, très traditionnelle, qui, avec l'industrialisation et le modernisme, les anciennes générations ne comprenaient pas le mode de vie des jeunes générations. On n'invente donc rien. Clairement. Voilà, c'est un perpétuel mouvement. Et ça n'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait prendre un tout autre cas, même pour des générations de parents et d'enfants nés ici. Il est des choses du fait des choses novatrices, comme par exemple le numérique, qui peuvent venir générer ces conflits ou ces incompréhensions ou ces décalages entre deux générations, non pas du fait des origines, ni la Bretagne, ni l'Afrique, ni quoi que ce soit, mais du fait de l'ouverture au monde. Exactement. N'est-ce pas finalement le sort de l'homme? Je vous pose une question philosophique. Quand on avait tout... Messieurs, avec tout ça de bouquins à votre actif, dites-nous où va le monde? Oui, mais le sort de l'homme, c'est de ne jamais être le même. Parce que, Sartre disait, seuls les huîtres et les sots adhèrent. On ne peut pas adhérer à une certaine manière d'être et continuer à persévérer dans cette manière d'être. On ne peut pas s'enfermer dans une identité, parce que l'identité en elle-même, elle est mouvante, elle est supposée s'intégrer dans l'historicité de l'existence de l'être humain. Oui. En France, c'est facile. Donc, oui. Vous voulez nous dire que quand le héros, James, en l'occurrence de Pierre Mukoko, arrive là où il est, et d'ailleurs c'est ce qu'il a décrit avantageusement, il va évoluer. Exactement. Mais est-ce que ne pas, parce que vous disiez Sartre a les huîtres, oui. J'allais dire il a oublié les sangsues, est-ce que le fait de rester qui l'on est, simplement, sans que cela ne soit offensant pour qui que ce soit, est-ce que c'est un mal? Pour nos sociétés modernes, ça pourrait être un mal. Parce que quand vous regardez la manière dont, en fait, les choses auxquelles nous sommes soumis quotidiennement, on se rend compte que à chaque moment, on est obligé de présenter une autre image de soi. Prenons un cas très simple. Quand vous allez au supermarché, est-ce que vous croyez que la vendeuse ou bien la caissière est obligée de vous sourire?
Est-ce que c'est un sourire véritablement? Elle n'est pas obligée de le faire et je m'interroge toujours pourquoi est-ce que les conducteurs, avec tout le respect que je vous dois, mesdames, messieurs de la RATP, des autobus, veulent qu'on leur dise bonjour. Absolument. Oh. Pour eux, c'est une forme de respect pour eux. On entend Pour bien, leur mais on travail. peut arriver en courant, courir, remonter, changer de bus 18 fois par jour. Oui. On n'est même pas, il y a plein de passagers, on n'est pas certain, parce que le conducteur du métro, il ne demande pas qu'on le dise. Mais lui, il est enfermé dans une petite quelque part. C'était juste pour poser la question. Donc, est-ce que vraiment, la réponse à votre question, la vendeuse, est-ce qu'elle est dans le mécanisme de son travail? Exactement. Et c'est de l'interrompre quelque peu que de lui dire bonjour, vous allez bien, et le chat, et les enfants? Voilà. Mais le problème, c'est que quand elle est dans le mécanisme de son travail et les codes que lui imposent ces mécanismes, lorsqu'elle sort de là, elle-même n'est pas contente d'elle. Sauf qu'avec le mercantilisme ambiant, elle se sent obligée de présenter ce visage de personne souriante. Avenante pour le moins. Oui, alors qu'en réalité, parfois, lorsqu'elle arrive là, elle a beaucoup de soucis. Elle est même Oh, souffrante. ouais, tout le monde, même ceux qui Oui. viennent devant elle, ont beaucoup de soucis. Voilà, elle est même souffrante, mais elle est obligée de sourire, elle est obligée de présenter un autre visage parce que c'est ce que la fonction, la profession lui impose. Pardonnez-moi, mais je voulais juste ajouter un petit... Alors, de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je pense que nous vivons aujourd'hui dans un village planétaire. Tout ce qui se passe à Paris est connu à Bamako, est connu au Bénin, enfin n'importe où. Nous vivons dans un même monde, malgré les différences qui découlent de l'éducation de chacun. Il n'empêche que, quelque part, on se retrouve. Un enfant de 11 ans à Paris et un enfant de 11 ans à Douala ou n'importe où, ils ont les mêmes délires, entre guillemets. C'est la même génération, ils suivent les mêmes choses, etc. C'est très compliqué de rester dans son coin. C'est la raison pour laquelle, dans ce conflit civilisationnel entre l'acculturation et l'inculturation, ça m'étonnerait que l'inculturation gagne. Enfin, si je peux exprimer... Absolument. À moins d'être obtus, acharné. Exactement. Complètement fermé. Voilà. Il y en Pour a, vous hein. rassurer, petite pause dans les dits, vous écoutez, pour vous rassurer, nous sourions pour de vrai. Plus sérieusement, il y a donc une issue. Parce que ce que on peut retenir de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'il y a des attentes de part et d'autre. Il y a des attentes dans le pays dit d'accueil. J'aime à dire le pays dit d'accueil, même s'il ne veut pas accueillir ou quoi qu'il en soit. Il y a des attentes. Et il y a des attentes, ou en tout cas, il y a ce à quoi s'attendent ceux qui arrivent quand ils arrivent. Dit au départ les primo-arrivants, et puis après, ils sont là et ils continuent à ne pas s'y attendre. Tout le monde attend quelque chose. Est-ce que ça n'est pas tout simplement du fait de, vous l'avez si bien décrit d'ailleurs, de la culture humaine, de la nature humaine, et pas du fait de l'ailleurs, de l'altérité, parce qu'on veut mettre l'accent sur venu d'ailleurs, le noir, l'immigration, le blanc, le ci, le ça. Est-ce que ce n'est pas tout simplement, quand on entend l'histoire des Corses, des Bretons, des Auvergnats et certainement d'autres, est-ce que ça n'est pas tout simplement le fait de l'altérité qui fait que quand on ne se reconnaît pas en quelqu'un, on est un tout petit peu crispé ou on a besoin de temps? Est-ce que ça n'est pas tout simplement ainsi? C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les codes et on ne les aura jamais, toujours, tous les codes, que ce soit le milieu social, que ce soit le milieu géographique ou que ce soit la langue. Il y a aussi les langues. Quand on ne parle pas la même langue, on essaye de se débrouiller avec les mains. Et ça vient naturellement. C'est que je pense qu'une bonne assiette met tout le monde d'accord. Encore que c'est un peu trop d'épices, et encore, sait-on jamais. et encore. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont intrinsèques à la nature humaine, où qu'on soit sur la planète. Ensuite, c'est vrai que c'est une question après assez individuelle de dire est-ce que je vais vraiment mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour essayer d'avoir un contact, ou est-ce que là ça marche pas, tant pis, je passe et j'essaye ailleurs. Mais je pense que quelque part on a toujours besoin de ce contact. Je pense qu'on ne peut pas rester non plus cloîtré chez soi entre quatre murs. Pascal disait, pour ne pas vous couper, Pascal disait qu'il est de la nature de l'abeille, d'être abeille, c'est-à-dire de construire sa ruche. Ce n'est pas le cas pour l'homme. Il n'y a pas une destinée, une destination fixe et inamovible pour l'homme. Il n'est pas assigné à son triste sort. Exactement. Il peut s'en affranchir. Exactement.
C'est mieux ainsi. Oui. C'est vrai que ce n'est pas parce que nous vivons dans un même village planétaire qu'on n'est pas différent. Dans mon ouvrage d'initiation inachevée, je parle de James. J'ai relevé une histoire où James, étant le seul noir, entre guillemets, de son lycée... Avec ou sans guillemets? Parce que soit il est le seul, soit il n'est pas le seul. Alors, il était le seul. Ils allaient dans un café et son meilleur ami était à gauche, qui s'appelle Olivier. La copine d'Olivier était au milieu et James a pris la main, il a tenu la main de sa copine Cécile. Et il avait mis sa main sur l'épaule d'Olivier. Ils allaient tous ensemble. Pour lui, ça ne posait aucun problème. Mais on a fait comprendre à James que ça ne se fait pas, ce genre de choses. C'est la copine de ton ami. Et pour lui, c'était comme son frère, Olivier. Vous voyez, cette différence-là de culture a été quelquefois mal vécue par James, mais il a fini par comprendre, effectivement, à s'habituer, à s'adapter. Même s'il n'avait pas de... Il se sentait un peu froissé. Il se disait, mais comment ils sont ces blancs-là? Je ne comprends pas, mais c'est l'ami de mon ami. Enfin bon, vous voyez, cette différence-là, c'est quand même... quoi qu'on fasse, elle est toujours là, même si on évolue. Comme disait Pierre Bourdieu, d'ailleurs. Nous avons une vidéo, je pense bien, en régie. On va s'accorder et on va me le dire si on l'a ou on va la voir. Et on pourra ensemble, en tout cas, la découvrir bien après. C'était en image, Gaël Cadieux, ce que vous faites quand je vous présentais comme à la fois photo ou vidéo. C'était pour partir en respiration dans votre univers. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et nous revenons. Nous revenons donc après avoir vu cette vidéo. Et je voudrais vous donner la parole. Qu'adressez-vous, en fait, en campant ce personnage qui s'appelle James, il aurait pu s'appeler d'un nom de dessous les cocotiers, c'est vrai. Qui, quand on le voit en couverture, on ne se pose plus de questions puisqu'il y a, comment dit-on, un body language qui nous laisse entendre un dress code qui nous laisse entendre que il est à l'aise là où il se trouve. Est-ce que c'est autobiographique? C'était ma question. Alors, cette question, on me la pose toujours, un peu quand même, c'est vrai, mais pas tout. C'est un livre qui va au-delà de James, même si je suis quand même enfant depuis 40 ans quand même, et que j'ai atterri moi aussi dans un lycée où j'étais le seul Africain, le seul noir, c'est vrai. Sans guillemets. Non, il y a des similitudes, c'est vrai. Oui. Mais en réalité, je voulais aborder le sujet, le conflit que j'ai évoqué tout à l'heure, civilisationnel entre l'acculturation et l'inculturation. Je voulais aborder ce sujet-là. Et l'histoire de James m'a permis d'évoquer ce point-là qui me paraissait important pour essayer de faire comprendre certains messages, mon message que quoi qu'on fasse, on doit, d'où qu'on vienne, on doit quand même composer avec la différence. Composer avec la différence pour avancer et pour évoluer. Ça concerne tout le monde, hein, même les Occidentaux qui vont en Afrique. Quelquefois, ils veulent que les Africains vivent comme les Occidentaux, ce qui est complètement anachronique. Hein. Donc, l'histoire de James concerne en réalité les Africains qui sont partis d'Afrique pour l'Occident et les Occidentaux qui ont quitté l'Occident pour l'Afrique. Composons, et on va s'enrichir de toute façon. Et non rester figé dans son inculturation, c'est ma culture, je ne veux rien comprendre, etc. Donc, quand vous dites inculturation, vous entendez donc revendication identitaire quelque part. Exactement. On ne peut pas vivre au Gabon et essayer de vivre comme un Français de France. C'est pas possible. Il faut qu'on s'adapte au Gabon. Est-ce ne serait-on pas libre de le faire? On est libre de le faire, mais est-ce qu'on sera heureux? Est-ce qu'on va faire taire les contradictions qu'on a en soi, alors que normalement, c'est comme en hiver, vous savez, on s'habille chaud, en hiver, chaudement, en été, on s'habille léger. C'est naturel. C'est naturel. Il faut plutôt prendre cette différence-là comme une richesse, et non essayer d'imposer sa façon de faire et d'être. Donc, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est certain. Gaël Cadieux, je vous redonne la parole. N'est-on pas monotone si on ne devait être assigné qu'à une seule manière et d'être et de penser et de se vêtir et d'appréhender le monde autour de soi? N'est-on pas plus heureux de pouvoir voyager entre tous ces univers-là? Ah oui, fuir la tristesse, okay. Fuir la tristesse et la monotonie, bien sûr. Mais je dirais que ne serait-ce qu'en sortant dans la rue,
il y a déjà, et si on prête bien attention, c'est pour ça que je parle en tant que, avec mon œil de photographe. Absolument. Toutes les différences sont là. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir les effacer, ces différences, parce que c'est vrai qu'elles sont toujours un petit peu inconfortables. Et je pense que le vrai travail se fait comme vous disiez, Pierre, là, de composer avec, d'apprendre à composer avec. Donc, où qu'on soit, quelque part, là n'est plus la question de savoir quelle identité culturelle ou pas. C'est de faire avec son environnement. Alors, c'est vrai que c'est encore mieux quand on peut prendre l'avion. C'est vrai que c'est encore mieux quand on peut on entend une autre langue complètement différente. Moi, j'ai vécu 1 an à Budapest. Je comprenais rien de ce qui se passait autour de moi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai aimé habiter dans cette ville, prendre les trams, traverser le Danube, apprendre la culture des cafés, une autre façon de penser, d'autres expressions, donc c'est d'autres façons d'envisager la vie, et les quelque peu de notions de hongrois que j'ai gardées. Szerb-horvátski jezik. Nem beszélek magyarul. Et personne ne vous a dit, mais comment vous n'êtes pas intégré, vous êtes dans ce pays et vous ne parlez pas la langue, vous n'avez pas... J'ai eu quelques conversations de rejet où on m'a ressorti l'après-guerre, où ils étaient dans le mauvais camp hitlérien, et qui, pour moi, vous n'y étiez pour rien. J'étais pas née. Vous n'étiez pas là au début. Voilà, pas là au début. Donc non, il y a toujours quelques récalcitrants, mais moi, j'ai rencontré une jeunesse hongroise qui parlait déjà plusieurs langues, qui avait déjà l'habitude de voyager, qui voulait s'en sortir aussi parce que le système économique en place, c'était pas... c'est un pays qui a intégré l'Europe et qui n'est toujours pas passé à l'euro parce que le forint est très très bas. Ce sont des profs de fac, des doctorants qui ont 2 voire 3 travail pour s'en sortir à la fin du mois. Donc ce sont des gens qui en veulent et qui sont complètement ouverts sur le monde. Et quand moi j'y suis allée en 2001, les générations d'anciens ne parlaient soit que allemand, soit que russe. Donc on avait tous les vestiges, même au niveau de l'administration, qui étaient d'une lenteur, les vestiges du bloc soviétique. Administration veut dire lenteur. De toute façon. De toutes les façons. Moi, je voulais à partir de là, soulever un problème. Oui. L'assignation identitaire n'est généralement pas le fait de soi. Elle est toujours le fait de l'autre. Vous m'avez marché sur la langue. Oui, oui. Je la laissais poliment finir et c'est... Allez-y. L'assignation identitaire, c'est une injonction. Oui, c'est vraiment le fait de l'autre. Ce n'est jamais le fait de soi. Parce que l'être humain lui-même a déjà intégré la nécessité pour lui de présenter tous ces visages-là de manière diversifiée. Il est généralement différent de lui-même en fonction des environnements dans lesquels il se trouve. Mais l'assignation identitaire, elle est ce qui, à partir de l'autre, nous ramène à notre origine. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Je devais présenter un cours, je ne reviens pas dans les détails, dans un institut, et je suis allé en tenue africaine. Wow. Et, exprès? Oui, exprès. D'accord. Exprès. Quelle était votre intention initiale? C'est juste que je voulais être... il faisait chaud en même temps, et puis c'était un boubou, donc je voulais pouvoir respirer. Uniquement? Oui, c'est tout simplement ça. Je suis arrivé avec mon petit ma toque là sur la tête et il y a un monsieur qui est venu me voir qui me demande mais la question qu'il m'a posée c'est votre tenue elle est très colorée. Je lui dis oui. Il me dit et vous croyez que c'est le lieu? C'est justement ça la question. Et vous croyez que c'est le lieu? Je lui ai dit je ne crois pas qu'il y ait un lieu pour une tenue spécifique. Et qu'a-t-il dit ensuite? Rien du tout. Il est reparti s'asseoir. Mais à la fin du cours aussi, j'ai encore eu d'autres remarques, pratiquement du même type. Vous voyez, ça dit, c'est l'autre qui est toujours en train de nous ramener à ce que nous sommes. Par contre, tout en induisant que vous devriez vous intégrer. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'attentes de la part de l'autre par rapport à moi, et alors que moi-même, de mon côté, j'essaye déjà, quand je dis moi, je veux dire l'être humain en général,
il essaye déjà de s'intégrer, de prendre la couleur locale. Alors, pour parler de la perception dans le pays d'accueil, quel qu'il soit, parler de Budapest, la Hongrie et tout ça, est-ce que ça n'est pas parce qu'en fait, on complexifie, on complique l'équation aux nationaux quand on vient d'ailleurs et que la grille de lecture n'est pas celle la plus simple pour dire là, lui, là, c'est un Chinois, lui, c'est un Africain. Et quand on brouille les pistes, soit par le code vestimentaire, soit par une manière d'être qui n'est pas celle dont on pensait qu'on est capable de... Est-ce que ça n'est pas de cet inconfort que viennent tout ce que vous énoncez de part et d'autre? Quand vous regardez, en fait, c'est la pensée simpliste qui aime mettre dans des cases. C'est parce qu'on n'a pas besoin, non seulement d'intégrer l'autre, mais on n'a pas besoin de réfléchir au-delà. Donc la pensée simpliste met dans des cases. On met celui-ci, on met chacun dans sa case. Ça, Pour son propre confort. Pour son propre confort. On sait où sont les chaussettes, on sait où sont les cravates. Pour son propre confort intellectuel. Oui. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà. On n'a pas besoin de pousser sa réflexion, la raison un peu plus loin. Donc on met dans des cases. Et on se dit, l'affaire est réglée, alors qu'en réalité, on n'a même pas commencé à réfléchir. C'est vrai que la différence est source d'enrichissement incommensurable, on le sait tous, mais il y a danger quand même, ça il faut le dire, parce que si on va très loin et s'oublier soi-même, là ça pose un problème. Alors la ligne de césure quelquefois n'est pas étanche, mais il faut quand même qu'on reste chez soi aussi. C'est ça la richesse du monde en réalité. C'est ça la richesse du monde. Donc là c'est un peu, on s'acculture, c'est vrai, c'est important, c'est même nécessaire. On ne peut pas aller vivre en Alaska en t-shirt. Bon, voilà, c'est évident. Pour des raisons évidentes. Ben oui. Donc, on vit en France, essayons de voir comment vivent les Français. On vit au Gabon, essayons de voir comment vivent les Gabonais. Ça, c'est très important, sans se renier, bien évidemment. Alors, la limite de reniement et d'adaptation... Sachant que d'un interlocuteur à un autre, c'est une question de dosage. Parce que les attentes sont diverses. Voilà, deux nationaux d'un tel pays que l'on a devant soi n'ont pas nécessairement, en autre endroit venu d'ailleurs, les mêmes attentes au regard de peut-être leur ouverture d'esprit, au regard de même pas la question de l'ouverture d'esprit, des considérations tout à fait légitimes, pas forcément subjectives. Et donc, il faut faire le caméléon à chaque fois. Oui, mais du point de vue subjectif, je crois que nous aussi, nous mettons beaucoup de limites. Lesquelles? C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ça, je ne peux pas le faire. Parce que, je vous dis par exemple, le concours auquel je me suis présenté, qui me permet d'être là où je suis actuellement au travail, quand je suis allé le faire, on m'a dit, c'est pour les Français. Toi, tu ne pourras jamais l'avoir. C'est que tout le monde autour de moi, on se fixe des limites. Ce ne sont donc pas des Français qui vous l'ont dit. Non, ce n'est pas des Français. Ainsi formulé, nous comprenons que... C'est pourquoi j'ai dit, nous-mêmes, nous mettons beaucoup de limites. Ce sont les nôtres qui nous disent, vous ne pouvez pas. Et après, quand comme les voix qui ont dit à un certain Barack Obama qu'il ne pouvait pas de... Exactement. Quand ils finissent par voir sur la liste, bien sûr, sur les 2000, il n'y avait que 8 admis, quand ils finissent par voir qu'il y a les 8 admis qui figurent mon nom, mais comment t'as fait? C'est qui ton marabout? Ce que je voulais dire, c'est que dans ce roman, L'initiation inachevée, j'ai rapporté une histoire de James qui est parti à l'enterrement de son père. Il était en costume cravate, voilà, à l'européenne. Et cela lui a été reproché par un certain monsieur Ekwaka qui était, protégeait la culture de ceci, bon, on le lui a reproché. Alors, le danger, c'est le libre arbitre que nous avons tous en nous. Est-ce qu'on a l'obligation de faire certaines choses parce qu'on doit s'acculturer ou pas? C'est des questions philosophiques, je ne suis pas philosophe, qui nécessitent réflexion avant de conclure. Ce n'est pas aussi évident que ça. Avait-il l'obligation de s'habiller en pagne comme tous ses cousins, ses frères, lorsqu'il est arrivé en Afrique à l'enterrement de son père, et ne pas mettre une cravate, costume cravate? Ça, c'est une question qui peut être posée. Mais il y a aussi, autre chose qu'il faut pointer du doigt, c'est que nous avons nos extravagances. Parce que ceux qui partent de là... Notre style. Non, moi j'appelle ça des extravagances. Parce qu'imaginez, je suis en plein Douala. Vous connaissez Douala, au Cameroun. La température là-bas, le minimum c'est 35 degrés. Et vous rencontrez un monsieur qui a un costume cravate et il a mis un manteau de vison. Parce qu'il veut montrer qu'il est européen. Qui vient d'Europe en fait. Il a mis costume, cravate, une belle chemise bien sûr, ça je l'avoue, la cravate même était très belle, mais un manteau de vison.
avec son chapeau. À la décharge de ce monsieur-là, il se trouve des Européens, ici, en Europe, qui, pendant l'hiver, sont colorés dans leur tenue vestimentaire et pas très couverts. Oui. Parce que la nostalgie du là-bas à voyager. Oui, c'est vrai. Mais Retour. moi, j'essaie de mettre tout cela dans les extravagances. Mais n'est-on pas libre, en fait? Parce que l'extravagance, finalement, elle est peut-être subjective. Voler à mon secours. Ces messieurs essaient de nous faire dire des choses. N'est-on pas libre? Les femmes le comprennent bien, cet aspect-là, que de pouvoir changer de perruque, de coiffure, de couleur de maquillage, robe, de maquillage, oui, de couleur de vernis à ongles. Le tout, c'est de ne pas tomber malade. Voilà, le tout, c'est de ne pas tomber malade, mais elles changent autant de fois qu'elles veulent. Tout à fait. Et cela n'est pas forcément perçu comme ce que l'on entend, finalement. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi ramener ça dans des contextes de rassemblement communautaire? Parce que James qui va à un enterrement avec son costume, c'est un rassemblement traditionnel d'enterrement où tout le monde va forcément porter le pagne. Donc évidemment, le nombre et la communauté va vouloir imposer la règle traditionnelle et ça peut être perçu comme un choc. Quand on sait que les enterrements sont des contextes de jouxte, c'est j'ai envie de dire, de la mondanité. C'est quand même le contexte où s'invite la mondanité, le jeu social, le réseautage. On n'y est plus nécessairement souvent pour ce pourquoi on devrait y être. Et à ce moment-là, que ce soit la tenue ou ce pourquoi on vient, plus grand monde n'est dupe, sauf si je ne m'abuse. Mais en fait, dans les enterrements, même en Afrique, quand vous regardez, absolument, je parlais bien de l'Afrique. Il n'y a plus de code vestimentaire. Parce que les jeunes filles, vous voyez des femmes qui sont habillées sexy carrément dans les enterrements. C'est plus ce que c'était avant où on était obligé de se couvrir jusqu'à l'ongle. Donc, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est une pipolisation. Je ne sais pas si c'est une évolution ou une involution, mais il y a quelque chose qui s'est joué là. Et quand on regarde le cas de James, parce que je n'ai pas encore fait allusion à James depuis longtemps, je vois que mon frère doit il doit se poser des questions. Quand on regarde le cas de James, qui arrive dans cet enterrement dans cette tenue, pour moi, mais ce n'est pas qu'il veut montrer son identité, c'est qu'il veut tout simplement montrer que chez lui, il y a une évolution et qu'il n'est plus seulement enfermé dans cette culture qui est la sienne, la leur, mais qu'il a pu étendre ses tentacules culturels beaucoup plus loin et il essaie donc de mettre les deux ensemble. Parce que s'il veut rester dans le contexte purement européen, l'enterrement, ça ne passe pas toute la journée. Hein. Ici, on arrive à la maison funéraire à 10h, à 11h30, on a fini, chacun est chez soi. Alors qu'en Afrique, quand vous commencez à 11h, vous allez finir à minuit. La socialisation. Oui, et voilà, c'est ça. L'habit fait-il le moine? Ce n'était pas notre sujet, mais on a beaucoup parlé de ce par quoi on appréhende autrui, c'est-à-dire la tenue vestimentaire, avant même qu'autrui ait seulement ouvert la bouche. Alors, vous disiez, le héros James, il voulait montrer que, peut-être qu'il ne voulait pas montrer que, peut-être que tout naturellement, il lui était désormais naturel de mélanger ceci avec cela. N'est-on pas libre? Je voudrais qu'on fasse un tour de table, si vous êtes d'accord, parce qu'il faut conclure. Quelle est la solution à tout ça? Faut-il une solution? Comment voyez-vous le monde qui vient devant nous? Je voudrais commencer par vous. Moi, je pense que la réponse, elle est individuelle. C'est-à-dire que chacun va construire sa propre relation avec la tradition. Il y a des personnes qui sont très très attachées au rituel, qui sont très très attachées à la tradition, qui sont... moi, par exemple, je ne me vois pas retourner un 15 août habillée en bigouden et la coiffe haute comme ça et les jupons très lourds. J'ai jamais porté ça de ma vie. Et pourtant, c'était la marque des clans, des familles, etc. Donc, je pense que c'est un rapport de dosage avec, que ce soit la tradition, la religion, la langue, la culture ou même également sa propre relation à son propre corps. Qu'est-ce qu'on peut porter, qu'est-ce qu'on ne peut pas porter. Je pense que tout ça, c'est du cas par cas, en fait. On est donc libre? On est tout à fait libre, pour moi. Cela n'est-il pas mieux ainsi, d'après vous? C'est plus respirable. Vous n'avez pas dit « hélas, nous sommes rassurés ». Pierre Moukoko, votre mot de la fin. La liberté, moi je veux bien, mais il la faut, c'est très important. Cependant, moi je considère qu'il faut toujours composer avec la différence
et aller vers le sens d'apaisement, entre guillemets, évidemment, pour se sentir mieux. Voilà. On arrive quelque part, on s'habille avec un chapeau, enfin on a un chapeau, les autres ont des chapeaux, mettons un chapeau, puis on n'en parle plus, on compose avec cette différence-là, tout le temps, c'est la meilleure des solutions, sans porter atteinte à sa liberté, bien évidemment, qui est fondamentale. Ça peut aller loin, le chapeau, pas le chapeau, et la mélanine, on fait quoi? On la dépose dans le vestiaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Votre mot de la fin? Moi, je pense que, pour moi, je considère l'être humain comme un être décentré. Il n'est de nulle part, mais il a en même temps de partout. De partout. C'est ça pour moi l'homme. En fait. Il est donc libre. Libre, entièrement libre. Et si on lui retire cette liberté, il ne reste plus absolument rien. Pour moi, l'homme, c'est raison, liberté. Et cette liberté, elle est fondamentale. Décentré parce que même la société mercantile qui veut l'enfermer dans la consommation se rend compte qu'il en sort quand il le veut. Donc, on est toujours à la recherche d'un coin de tranquillité où on va être loin de tout le monde et loin de toute chose, loin de la société commerciale et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à l'enfermer quelque part. C'est ça l'expression réelle de sa liberté. De l'optimisme. Si vous êtes d'accord, je vous propose, vous pourrez revenir quand vous voulez parce qu'on refait le monde ici dans Lady vous écoute. Vous pouvez nous écrire ladyvousécoute@gmail.com. Nous allons finir avec en écran vos ouvrages respectifs, messieurs. On n'a même pas commenté votre vidéo, mais vous la regarderez, vous comprendrez. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est no comment. Voilà. Alors, le livre de l'initiation inachevée de Pierre Moukoko, que l'on voit donc en écran avec ce héros dont nous avons tant parlé. Nous avons aussi La fabrique des mauvaises filles que l'on voit en écran. Ce n'est pas Pierre Moukoko, c'est Calvin Thomas Djombe. Nous avons Culture virile et identité féminine. J'étais partie sur La fabrique des mauvaises filles, mais il a dû se fier à l'image. Donc, culture virile et identité féminine, avec en sous-titre, je ne vois pas bien loin, c'est votre ouvrage, vous devriez me le dire, et puis le concept de monde chez Nietzsche, un tout petit peu chaotique, tout ça de Thomas Djombe. Je voudrais vous rappeler, amis téléspectateurs, que notre invité Pierre Moukoko a d'autres ouvrages à son actif. Il y a notamment, alors vous allez faire vos devoirs sur Internet, retrouver Le Réveillons-nous, tous ensemble nous le pouvons, et puis Afrique, les gâchis français. Merci d'avoir été là, merci d'être fidèle à notre émission. Rendez-vous dans notre programme prochain. À bientôt.